La voix de l'homme craquait comme du gravier. L'enfant est parti. Graham resta figé, les yeux fixés sur la ruelle humide où le garçon avait disparu quelques secondes plus tôt. Son souffle restait suspendu, court et haletant, comme si le froid lui-même avait pénétré ses poumons. « Où » demanda-t-il doucement. Le vieil homme ne répondit pas tout de suite. Il fixa simplement Graham avec ce regard que l'on porte après avoir vu le monde prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à donner. Puis, faisant un signe de tête vers l'extrémité et de l'allée, il murmura. Il ne fait confiance à personne. C'est la 3e fois que je le vois se présenter cette semaine. Graham expira lentement. Il porta la main à la poche de son manteau, non pas pour attraper son téléphone, mais pour s'assurer que la carte qu'il y gardait toujours était toujours bien rangée. C'était une copie de celle qu'il avait laissée avec le sandwich. Même numéro. Même message discret au dos. Il ne dit rien d'autre au vieil homme. Il n'en avait pas besoin. Il se retourna et commença à marcher vers sa voiture, la bruine se transformant en une pluie fine et continue qui assombrissait les manches de son manteau. À l'intérieur du SUV, il était assis, moteur éteint, observant l'allée. Il attendait. En espérant. Espérant que peut-être, juste peut-être, le garçon reviendrait. Mais la ruelle restait vide, les ombres intactes. Au cours des 3 jours suivants, Graham est retourné à West Haven à la même heure. D'abord, il a attendu dans la file d'attente pour le petit déjeuner. Puis à la laverie. Puis dans la ruelle. Il n'a plus jamais revu le garçon. Jusqu'au 4e jour. Il était plus de 22 heures lorsque son téléphone sonna. Numéro inconnu. Il faillit laisser tomber la messagerie. Presque. Mais quelque chose en lui, un murmure, peut-être la voix d'Ethan lui dit de répondre. Il a décroché. Bonjour. Il n'y avait aucun bruit. Juste des parasites. Puis une voix faible. Est-ce vraiment toi? Le cœur de Graham s'est arrêté. Oui, dit-il doucement. C'est moi. Tu es en sécurité. La voix résonna à nouveau, à peine audible, comme le vent à travers une fenêtre fissurée. J'ai gardé le tigre. Graham cligna des yeux. Je pense que vous avez tort. Mais ensuite il s'en souvint. La photo dans le sac de sport rouge. Un tigre. Rempli. Aplati d'amour. Tenu comme un souvenir. Où es-tu? Demanda-t-il d'une voix ferme mais pressante. Une pause. Un reniflement. Puis un murmure. Un endroit bruyant et froid. C'était tout ce qu'il avait comme argument. Mais c'était suffisant. En 20 minutes, Graham avait alerté un ami des services d'urgence de la ville. En 30 minutes, une demi-douzaine de bénévoles se déployaient dans le centre-ville, appelant les refuges, vérifiant les portes d'entrée et diffusant l'information. À 1h03 du matin, ils ont retrouvé le garçon. Blotti derrière une rangée de séchoirs industriels au sous-sol d'un bâtiment abandonné à seulement 2 pâtés de maison de la laverie. Ses chaussures étaient trempées. Ses doigts étaient bleus. Mais dans sa main, il serrait la carte. La carte de Graham. Et le tigre était là aussi. Aplati, certes, mais entier. Le garçon n'a pas pleuré. Il regarda simplement Graham avec les mêmes grands yeux. Mais cette fois, ils n'étaient pas remplis de peur. Ils étaient remplis d'autre chose. Relief. Reconnaissance. Une confiance fragile et vacillante. Et à ce moment-là, sous la lueur d'une seule ampoule, dans un bâtiment oublié par la plupart de la ville, un milliardaire qui avait tout perdu tendit la main à un enfant qui n'avait plus rien à perdre. Le garçon l'a pris. Et la ville, lorsqu'elle a entendu l'histoire, ne s'est pas contentée de pleurer. Il s'est arrêté. Il se demandait comment personne ne l'avait vu auparavant. Il demandait ce que signifiait être invisible. Et lorsque la vidéo a été diffusée d'une durée de seulement 86 secondes, les 7 mots discrets du garçon ont fait les gros titres dans tout le pays. J'ai gardé le tigre. Il est revenu. Et pour la première fois depuis longtemps, une ville s'est souvenue de ce que cela signifiait de voir. Tu connais ce garçon? Graham s'est rapproché. Qui ne le sait pas ici? Il s'appelle Micah. Graham se figea. Pour la première fois, le garçon avait un nom. Miché. Court, doux, mais contenant quelque chose de trop grand pour un si petit cadre. Il erre dans les rues depuis des semaines. Il ne parle à personne.
Les enfants aiment ça, ils ont généralement peur des adultes. Mais je ne pense pas qu'il ait peur de toi. Graham fronça les sourcils, partagé entre la surprise et le scepticisme. Comment le saurais-tu? Le vieil homme haussa les épaules, sortit une cigarette humide de sa poche et la plaça entre ses lèvres sans l'allumer. L'autre jour, je l'ai vu prendre un bout de papier. Le lire? Puis le glisser dans sa poche comme si c'était de l'or. Je suppose que c'était de toi. Graham expira lentement. La carte de visite. Le garçon l'avait gardée. Son père lui avait promis un jour de venir le chercher au refuge. Il n'est jamais revenu. Mort maintenant. Du moins, c'est ce que j'ai entendu dire. Et le garçon, il attend toujours. Oui. Chaque matin, il arrive discrètement, se tient au bout de la file comme une ombre, serrant son sac rouge dans ses bras, les yeux fixés sur le portail. Mais juste au moment où c'est presque son tour d'aller chercher à manger, il s'en va. Non pas parce qu'il est repu. Mais parce qu'il a peur que s'il part, ne serait-ce qu'une minute, son père vienne et s'ennuie de lui. Graham sentit sa poitrine se serrer. Non seulement à cause de l'histoire, mais aussi à cause du passé. Ethan l'avait également attendu comme ça, juste devant le portail de l'école, le jour d'une réunion que Graham n'avait pas pu reprogrammer. À l'époque, ce n'était que quelques minutes. Mais ces quelques minutes étaient devenues une éternité. Micah, répéta Graham, essayant d'associer le nom à un souvenir. Le vieil homme hocha la tête et se leva. Si tu tiens vraiment à lui, arrête de lui courir après. Un enfant comme lui ne fait confiance qu'à ceux qui ne le poussent pas. Je ne force pas, dit Graham doucement. Je veux juste arranger les choses. Le vieil homme émit un petit rire amer, sec et bas. Puis il se retourna pour s'éloigner. Il est tard. Mais qui sait? Peut-être qu'il y a encore un enfant qui attend ça. Un enfant qui ne sait tout simplement pas comment demander. De retour à sa voiture, Graham resta longtemps sous la pluie avant d'ouvrir la portière. De l'autre côté de la rue, la file d'attente au petit-déjeuner de charité avançait toujours. Mais la 7e place vide où Micah se tenait autrefois semblait être une fissure dans l'indifférence quotidienne de la ville. Graham ne savait pas ce qu'il faisait. Mais il savait une chose. Si ce garçon n'était pas là demain matin, il ne se le pardonnerait jamais. Il a commencé à pleuvoir juste avant minuit. Graham Callahan n'a pas actionné les essuie-glaces. Il était assis immobile dans la voiture, laissant la pluie glisser sur le pare-brise comme des traînées de sang. Il avait manqué toutes les réunions. Il n'avait lu aucun rapport. Son esprit ne répétait qu'un seul nom. Miché. Et l'image d'un garçon, faisant la queue avec les pauvres, puis s'enfuyant comme si Graham était quelqu'un qui pourrait l'effacer d'un regard. Il n'avait plus le choix. Il ne pouvait plus rester à distance. Ce soir, il avait besoin de savoir où vivait Micah et comment. Il n'alluma pas la lumière intérieure. Il resta assis, immobile, les mains sur le volant, même si le moteur était éteint. Ses yeux restèrent fixés sur l'étroite ruelle que le vieil homme lui avait indiquée plus tôt. Le sac en papier brun sur le siège passager bruissait doucement lorsque le vent passait. À l'intérieur se trouvait un oreiller cervical moelleux, une couverture polaire propre, un flacon de sirop contre la toux et un sac de biscuits à l'avoine et au beurre de cacahuète, le genre qu'Ethan adorait. Graham ignorait les préférences de Micah. Mais il savait qu'un enfant qui dormait dehors en novembre avait besoin de réconfort. Il prit la lampe de poche, ouvrit la porte et entra dans le sol trempé. Des saletés humides collaient à la semelle de ses chaussures. Il ne portait pas de manteau sur mesure. Juste une vieille veste militaire datant de ses années d'université. Au bout de l'allée, derrière une rangée de poubelles, Graham l'a trouvé. Un vieux conteneur maritime. Rouillé. Oublié. La porte n'était pas verrouillée. Une bâche bleue était tendue lâchement devant l'entrée, maintenue par des briques. Il le souleva doucement. Dans le faisceau faible de la lampe de poche, Micah dormait. Recroquevillé sur le côté, le dos appuyé contre un carton aplati. Des couches de vieux tissu adoucissaient le sol métallique. Le sac à dos rouge était serré contre sa poitrine comme si c'était la dernière chose au monde qui lui appartenait. La poussière maculait ses joues. Ses cheveux étaient emmêlés. Ses doigts étaient écorchés et à vif. Ses lèvres tremblaient légèrement, prises dans un rêve agité. Graham déglutit difficilement. Il se voyait, non pas tel qu'il était maintenant, mais tel qu'il avait été, assis à côté du lit d'hôpital d'Ethan, impuissant.
Il n'avait pas pu sauver son fils. Mais maintenant, un autre enfant se tenait devant lui. Vivant. Oublié. Graham déposa le sac de provisions à côté du conteneur. Chaque mouvement était silencieux, réfléchi. Il a dévissé le bouchon du médicament et l'a glissé dans la boîte à biscuits. J'ai placé l'oreiller près de la tête de Micah. Je ne l'ai pas touché. Il n'était ni médecin, ni membre de la famille, ni sauveur. Juste un homme qui a un jour laissé échapper tout ce qui comptait. Avant de partir, il se pencha et regarda Micah. Un lampadaire brillait à proximité, projetant une faible lumière sur le visage du garçon. Ses sourcils se froncèrent, ses lèvres pincées, un bras s'accrochant au sac de sport. Et puis Micah gémit, « Papa, papa, ne pars pas. » Les mots étaient rauques. Tirés du fond d'un rêve trop lourd à porter. Sa respiration s'accéléra. Faible. Son corps se recroquevilla davantage. Des larmes coulèrent de ses yeux clos. Graham sentit quelque chose se déchirer en lui. Comme s'il était ramené dans cette chambre d'hôpital stérile. Ethan avait prononcé les mêmes mots. Pendant que Graham était dehors pour un appel vidéo. Cette fois, il ne s'est pas éloigné. Il tendit doucement la main vers l'épaule de Micah. « Je suis là », murmura-t-il. Mais à la seconde où sa main était sur le point de le toucher, Micah se réveilla en sursaut. Il se releva brusquement, recula précipitamment, les yeux écarquillés de panique. « Non. Je n'ai rien volé. S'il vous plaît. Ne m'emmenez pas. Mon père revient. » Graham s'est figé. « Micah. Dis donc. Personne ne t'emmène. Tu n'as rien fait de mal. » Mais Micah était déjà dehors. Ses pieds glissaient sur le trottoir mouillé, mais il continuait à courir. « Micah » cria Graham. « Attends. » Mais les pas du garçon disparurent dans l'obscurité. Graham a couru quelques mètres, puis s'est arrêté. Sa poitrine se soulevait. Non pas à cause de l'effort, mais à cause de l'échec. 10 minutes plus tard, il est revenu au conteneur. Aucun signe de Micah. Le sac de provisions avait été traîné sur le côté. Le sirop avait roulé sur le sol. L'oreiller avait été renversé. Graham ne rangea pas. Il s'assit près de la porte ouverte, s'adossa au mur de métal froid et leva les yeux vers le ciel sans étoiles. Pourquoi un enfant de 7 ans crierait-il à un léger contact? Pourquoi agirait-il comme si quelqu'un l'avait arraché à quelqu'un qu'il aimait? Graham n'a pas parlé. À 1h45, il était toujours là. Surveillant le vide. Maintenant un espace qui semblait sur le point de se briser. Le lendemain matin, lorsque la lumière du soleil s'est infiltrée dans l'allée, Graham est revenu. Micah n'était pas là. Mais le sac rouge avait été tiré plus profondément à l'intérieur. Et recouvert d'une nouvelle couverture. Micah était revenu et il n'avait pas couru. Depuis cette nuit-là, Graham était assis en silence près du conteneur abandonné, le silence s'éternisant comme une prière sans réponse. Une chose ne quittait pas son esprit, le regard de Micah. Terrifié. Vide. Et la voix tremblante du rêve du garçon résonnant encore et encore. « Papa, ne pars pas. » Ce n'était pas un appel à l'aide. C'était une blessure à vif mise à nu à un enfant qui ne savait plus faire confiance à personne. Et Graham, même s'il ne l'avait jamais dit à voix haute, avait commencé à ressentir ce qu'il avait passé des années à éviter. Lui tourner à nouveau le dos n'était plus une option. Houston, en ce lundi après-midi humide et froid, était enveloppé d'épais nuages gris. Le ciel s'affaissait comme de la poussière s'écrasant sur les toits des quartiers populaires à l'est de la ville. Une odeur âcre de plastique brûlé flottait derrière le marché Hopewell, où se dressaient des maisons de fortune à moitié construites et à moitié oubliées. Le trottoir scintillait sous l'eau de pluie stagnante, sombre et sans fin. Au milieu de cette étendue grise, un petit garçon au manteau délavé marchait lentement sur le trottoir. Il traînait un sac en plastique rouge rempli de canettes d'aluminium vides. Micah connaissait bien l'itinéraire. Il y avait déjà vendu de la ferraille. Plus le sac était plein, plus on donnait. Plus vite il le remplirait, plus vite il pourrait retourner au conteneur. Son seul refuge. Là où une couverture propre et un oreiller moelleux l'attendaient. Un cadeau de l'homme. Micah ne connaissait pas son nom. Il se souvenait seulement de ses yeux. Il ne le regardait pas comme la plupart des adultes. Ni avec pitié. Ni avec distance. Juste avec quelque chose de brisé.
Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit précédente. Sa poitrine lui faisait mal par vagues, son cœur battait fort et ralentissait à tout va. Mais il n'en avait parlé à personne. Il n'y avait personne à qui le dire. Chaque respiration semblait plus serrée que la précédente. Pourtant, il a traîné ce sac. Si je peux obtenir 5 $ aujourd'hui, il pensait, peut-être que demain je pourrai racheter cette vieille paire de chaussures en caoutchouc. Celle qui ne transperce pas sous la pluie. Puis le vertige m'a frappé. Aucun avertissement. Tout est flou. Mika s'agrippa au bord d'une poubelle près d'une supérette, mais le monde bascula. Sa vision se brouilla. Puis noir. Son visage a heurté le trottoir, son genou s'est écorché. Une femme d'âge moyen sortant du magasin vit le garçon s'effondrer. Elle cria à l'aide. Puis elle tomba à genoux, les mains tremblantes, tenant sa tête. « Tu m'entends, ma puce ? Tiens-toi bien. L'ambulance arrive. » Certains s'arrêtèrent. D'autres se détournèrent. Elle s'en fichait. Le garçon resta immobile. Ses lèvres devinrent bleues. Une main pressée contre sa poitrine. L'ambulance est arrivée 5 minutes plus tard. Les sirènes ont retenti dans les rues calmes. Les ambulanciers ont soulevé l'enfant et l'ont placé sur un brancard. Arythmie cardiaque, s'empressa de dire l'un d'eux. A-t-il des antécédents cardiaques? Qui est son tuteur? Personne ne sait, répondit la femme d'une voix brisée. Je l'ai juste vu ramasser des canettes. Puis il est tombé. On aurait dit qu'il vivait dans la rue. Il y avait un sac rouge à côté de lui. Une jeune infirmière le remarqua tandis que le brancard s'éloignait. Couvert de crasse, la fermeture éclair à moitié cassée, fermée par une ficelle. Elle a failli l'abandonner. Mais quelque chose l'a fait s'arrêter. Elle l'a ramassé et l'a transporté dans l'ambulance. Plus tard, alors que le véhicule traversait la ville, elle ouvrit le sac. À l'intérieur, parmi des miettes de biscuits et une petite voiture cassée, elle trouva une carte de vœux tachée. L'écriture était encore claire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez Graham Callahan. Et en dessous, un numéro. Elle n'a pas hésité. Elle a composé le numéro. Graham terminait une réunion virtuelle lorsque l'appel est arrivé. Numéro inconnu. Il marqua une pause, puis répondit. Bonjour. Je suis infirmière aux urgences de Saint-Aura. Nous venons d'admettre un petit garçon prénommé Mika. Votre carte a été retrouvée dans son sac. Il est inconscient. Il est en soins intensifs. Graham n'a pas parlé. Il était déjà debout. Il prend son manteau et sort précipitamment de la pièce. Ses clés tombèrent par terre alors qu'il sprintait vers la voiture. Au premier carrefour, il n'a pas utilisé son clignotant. Au deuxième, il a failli griller un feu rouge. Tout en lui hurlait. Ne soyez pas en retard. Pas encore. Il était déjà arrivé en retard une fois. Et avait perdu son fils. À l'hôpital Saint-Aura, Graham a fait irruption dans les portes de l'aile des urgences au moment même où un brancard passait. Niché. Le visage du garçon était pâle. Son bras était inerte à cause des fils et des perfusions. La sueur perlait sur son front. Une infirmière s'est avancée. « Monsieur, je suis désolé. Seule la famille est autorisée à entrer après ce point. »« C'est moi qui l'a appelé, » dit Graham rapidement, les yeux rivés sur la porte de la salle de soins. « S'il se réveille et qu'il n'y a personne, il s'enfuira. Et s'il s'enfuit maintenant, il mourra. Pas de mendicité. Juste la vérité. » L'infirmière marqua une pause, puis hocha lentement la tête. Salle 203. Le docteur Elise vous parlera sous peu. Près d'une heure plus tard, le docteur Elise Rowan entra dans la salle d'attente. Ses cheveux grisonnants étaient relevés à la hâte. Du sang maculait le revers de sa blouse blanche. Elle regarda Graham avant d'ouvrir le dossier. Quel est son prénom? Mika. Je ne connais pas son nom de famille. Je ne sais pas s'il a des papiers. Je sais juste qu'il a besoin d'être sauvé. Elle hocha la tête, puis commença à lire le tableau ligne par ligne. Cardiopathie congénitale. Cas complexe. Paroi cardiaque fine. Rythme ventriculaire gauche instable. Sans correction chirurgicale dans les 2 semaines, avec des soins post-opératoires intensifs, il ne survivra pas. Graham s'assit lentement. Il ne dit rien.
Ses mains serraient le dossier médical. Le léger froissement du papier était le seul bruit dans la pièce. Il nous faut une autorisation légale. Un statut de tuteur. Une assurance. Quelque chose pour protéger l'hôpital. Il n'y a aucune trace, a-t-elle ajouté. Personne n'est répertorié comme son tuteur. Nous ne pouvons pas opérer sans que quelqu'un assume ses responsabilités. Élise. Il a prononcé son nom comme un vœu. J'ai perdu un enfant une fois, trop tard. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Elle croisa son regard. Son regard resta calme, mais quelque chose en elle marqua une pause. Je vais le transmettre au service juridique. Pour l'instant, on le stabilise. Mais une décision doit être prise rapidement. Très rapidement. Graham s'est levé et s'est dirigé directement vers l'unité de soins intensifs. Mika resta immobile. Le moniteur émettait des bips réguliers. À côté de lui, le sac rouge. Propre. Réparé. Graham s'assit à côté du lit. Personne ne lui avait donné la permission. Mais personne ne l'en avait empêché. Il tendit la main vers la petite main du garçon. Froide. Fragile. Se réchauffant lentement dans sa main. Mika s'agita. Ses yeux s'ouvrirent, hébétés. Graham se pencha plus près. Je suis là. Mika cligna à nouveau des yeux, sa voix résonnant comme un souffle sur l'oreiller. Tu es mon père, n'est-ce pas? Ce n'était pas de la confusion. C'était de l'espoir. Une invitation. Graham resserra sa prise sur cette petite main. Une larme coula sur sa joue et atterrit sur la peau du garçon. Il n'avait pas besoin de répondre. Mika sourit faiblement et se rendormit. Le moniteur a gardé le rythme. Graham est resté jusqu'à ce que les lumières du couloir s'éteignent et que le bâtiment se taise. Lorsque l'infirmière est revenue pour les derniers contrôles, il s'est levé et a doucement tiré la couverture sur la poitrine de Mika. « Appelle l'avocat, dit-il d'une voix ferme. Je signerai tout ce qui sera nécessaire. Je serai celui-là. Celui qu'il peut appeler papa. » Graham Callahan était assis seul dans la salle d'attente administrative de l'hôpital Saint-Aura, où les murs autrefois blancs étaient devenus gris et où les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus comme un métronome comptant à rebours quelque chose de sacré. Devant lui se trouvait un épais dossier en papier craft, l'étiquette dactylographiée légèrement tordue. Missé, inconnu. Non. Admission aux urgences. Pédiatrie. Ses doigts agrippaient légèrement le bord du dossier tandis qu'il tournait chaque page avec précaution. Malformation cardiaque congénitale complexe. Risque d'insuffisance cardiaque aiguë. Taux d'oxygène anormalement bas. Les notes de l'infirmière détaillaient un historique sombre, tout chronique non traité, suspicion d'itinérance, malnutrition, arythmie cardiaque. La dernière page était terriblement blanche sous la ligne qui disait nom du tuteur. Chaque phrase était comme une gifle, un cruel rappel de l'ampleur de la situation. Un enfant mourait simplement parce que personne n'avait le droit légal de le laisser vivre. La porte s'est ouverte. Une femme en tailleur entra, un presse-papier à la main. Derrière elle se trouvait le docteur Élise Rowan et deux administrateurs de l'hôpital. Monsieur Callahan, je suis Sandra Miles, la conseillère juridique de l'hôpital, commença-t-elle vivement. Nous comprenons que vous souhaitiez prendre en charge le patient Mika. Mais sans document prouvant le lien de parenté et sans demande formelle de tutelle, l'hôpital ne peut procéder à une intervention chirurgicale majeure sans s'exposer à des risques juridiques. Graham ne se leva pas. Il posa délicatement le dossier sur la table et la regarda droit dans les yeux. Quel risque, madame? En cas d'échec de l'opération ou de complications post-opératoires, l'hôpital pourrait être confronté à des poursuites judiciaires, de la part d'un tiers ou du système de protection sociale, s'il n'y a pas de tuteur légalement reconnu. Nous devons vérifier les liens familiaux, a-t-elle poursuivi, effectuer des tests ADN si nécessaire et attendre l'autorisation du tribunal. Graham intervint, sa voix calme mais pesante comme de l'acier froid frappant le béton. Le garçon ne vivra pas aussi longtemps. Élise, jusque-là silencieuse, se tourna vers lui. Ses yeux exprimaient quelque chose qu'aucun papier ne pouvait exprimer. Après une longue pause, elle toucha doucement le bord du dossier. « Je suis le médecin traitant », a-t-elle déclaré. « Je confirme que si Mika n'est pas opéré dans les 10 jours, il ne survivra pas. » Sandra hocha la tête. Mais son expression resta impassible. « Nous avons besoin d'un tuteur légal. »
Un tribunal peut examiner une requête en urgence, mais cela prend généralement 5 à 7 jours ouvrables. Et monsieur Callahan, êtes-vous absolument sûr de vouloir faire cela? Graham serra le poing. Pour la première fois depuis des années, il n'éprouvait plus le besoin de peser le pour et le contre, ni le besoin de consulter qui que ce soit, ni le besoin de comparer de vieilles blessures à de nouvelles décisions. Il se tenait debout, non pas avec colère, non pas avec défi, mais comme un homme acceptant une vérité plus grande que lui-même. Je prends ce garçon comme mon fils légal. Aujourd'hui. Je l'inscris à mon assurance. Si nécessaire, je souscrirai une assurance responsabilité civile complète. Puis sa voix s'est aiguë. Et si quelqu'un ici hésite encore, j'appelle la presse immédiatement. Je dirai à cette ville qu'un enfant s'est vu refuser une opération parce qu'il n'avait pas de timbre. L'air devenait lourd. Élise fit lentement tourner le stylo dans sa main, puis leva les yeux. Son regard se posa sur Graham. Je serai à vos côtés. Si cela arrive, je signerai le dossier en tant que médecin traitant, confirmant l'urgence médicale d'une intervention chirurgicale immédiate, dès qu'un tuteur aura accepté la responsabilité. Sandra ouvrit la bouche, puis s'arrêta. Elle griffonna quelques lignes sur son bloc-notes, les yeux baissés. Lorsqu'elle posa son stylo, il ne restait plus un seul doute dans la pièce. Cette nuit-là, alors qu'une légère pluie tombait, Graham retourna à son appartement. La cheminée est restée froide. La cuisine, intacte. Il se tenait à son bureau, où le téléphone fixe, inutilisé depuis la mort d'Ethan, prenait la poussière. Il l'a pris et a composé le numéro. Il a sonné 3 fois. Une voix répondit, lente, légèrement rauque. Ben Whittaker à l'appareil. J'ai besoin que vous déposiez une demande urgente de tutelle temporaire, dit Graham. Le garçon s'appelle Micah. Pas de nom de famille. Hôpital Sainte-Laura. Je vous enverrai tout le dossier médical par courriel. Nous irons au tribunal demain matin. Whittaker resta silencieux un instant. Puis il demanda sans porter de jugement. Tu es sûr de ça? Graham regarda par la fenêtre. Les lumières de la ville se brouillaient sous la pluie. Au loin, l'éclair rouge d'une ambulance scintillait comme une plaie ouverte. J'ai déjà perdu un enfant, Ben. Cette fois, je ne laisserai pas l'histoire se répéter. La pluie s'est abattue sur Houston. Les fenêtres de l'hôpital Sainte-Laura étaient embuées par la condensation. Les lumières des urgences projetaient une lueur rouge vers le haut, comme la poitrine d'une personne en train de saigner lentement. À l'intérieur, dans l'aile chirurgicale du 3e étage, le silence régnait, comme un enterrement qui n'avait pas encore commencé. La lumière du plafond était crue. Personne ne parlait. Tous les regards étaient fixés sur une porte blanche. Une plaque métallique indiquait « Salle d'opération cardio-thoracique et Dr Elise Rowan, chirurgienne en chef ». Graham Callahan se tenait près de la fenêtre. Il ne s'assit pas. Son manteau était trempé. Ses cheveux étaient mouillés et collaient à son front. Dans une main, il serrait un mouchoir froissé, non pas pour essuyer ses larmes, mais pour empêcher sa main de trembler. Ses chaussures étaient striées de boue, marquées par la peinture séchée du banc où il avait essayé, sans succès, de trouver le calme. Il n'y en avait pas. Derrière cette porte, Micah gisait sur la table une petite vie fragile, le cœur battant uniquement grâce aux médicaments, les poumons assistés par des tubes. Son avenir reposait désormais entre des mains humaines. Graham ne pouvait rien y faire. Impossible d'échanger les rôles. Impossible d'autre chose qu'attendre. Il s'était déjà retrouvé dans ce couloir. Même mur blanc. Même chaussures d'infirmière douce qui passait. Ethan est décédé alors que Graham répondait à un email urgent d'un actionnaire en Europe. 15h41 11 minutes. Au moment où il entra dans la pièce, il ne restait plus qu'un drap blanc et le silence. L'infirmière pleurait. Le médecin détournait le regard. Et Graham n'a pas pleuré. Parce que parfois, la douleur est si profonde qu'on oublie à quel point. Mais cette fois, il ne tenait pas de téléphone. Pas d'ordinateur portable. Pas de distraction. Juste de la présence. Juste un père qui l'attendait. L'opération a continué. La première heure s'est déroulée dans un silence, interrompu seulement par le bruit des assistants, le léger bip des instruments, les unités de sang transportées à travers le couloir. Élise n'a jamais quitté la pièce. Ils ont dit qu'elle avait un jour sauvé un bébé né à 28 semaines avec une seule incision, un point de suture et 6 heures sans cligner des yeux.
Graham y croyait. La pluie fouettait les fenêtres. Personne à l'intérieur ne le remarqua. Mais Graham entendit tout. Chaque goutte lui parut comme une seconde qui passait, le cœur de Micah toujours décousu. Un poids que personne ne lui a demandé de porter, et pourtant il l'a porté. Heure 3. Une infirmière est apparue. Le cœur est ouvert. Nous travaillons à la construction d'une valve artificielle. Le pouls est faible. Graham s'appuya contre le mur, les yeux fermés. Il ne priait pas. Il ne croyait plus en Dieu. Plus depuis Ethan. Mais il croyait en Élise. Et peut-être autre chose. Quelque chose qui se formait lentement en lui. Ni culpabilité, ni devoir. Amour. Pour un enfant qui n'a pas partagé son sang. Heure 4. La lumière au-dessus de la porte brillait toujours en rouge. Élise n'était toujours pas sortie. Les genoux de Graham lui faisaient mal. Pourtant, il ne s'assit pas. Il craignait de s'effondrer s'il s'asseyait. Il a sorti son téléphone. J'ai ouvert l'album photo. Ethan, le jour de son 6e anniversaire, le visage couvert de gâteaux, souriant jusqu'aux oreilles. La dernière photo, Ethan dans un lit d'hôpital, les yeux fermés, les bras autour d'un robot joué en bois. Micah s'était accroché à quelque chose aussi. Pas un robot. Un sac rouge. À 16h27 exactement, les portes de la salle d'opération s'ouvrirent. Élise sortit. Son visage était couvert de sueur. Ses cheveux étaient plaqués en arrière. Des gouttes s'accrochaient à son écran facial. Elle resta immobile un instant, respirant. Puis elle regarda Graham droit dans les yeux. Nous avons sauvé le garçon. Pas d'applaudissements. Pas d'acclamations. Seul Graham fit un pas en arrière, puis s'effondra sur la chaise la plus proche. Des mains agrippaient sa tête. Pas de sanglots. Juste des larmes. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il se laissa pleurer. Pas par perte. Mais parce que cette fois, une vie avait pas été perdue. 2 heures plus tard. La bruine continuait de tomber dehors. Le vent froid s'insinuait sous son col. Graham ne l'a pas ressenti. Il se tenait dans le couloir, composant un numéro qu'il connaissait par cœur. Ben, dit-il doucement, c'est moi. Est-ce une bonne nouvelle, demanda rapidement la voix à l'autre bout du fil. Bonne nouvelle, répondit Graham. Et j'ai besoin que tu t'y mettes tout de suite. Tu veux dire commencer les démarches d'adoption? Dès que possible. Non pas par devoir, mais parce que j'aime ce garçon comme s'il était mon propre sang. Il n'y eut aucune réponse. Seul le léger claquement des touches d'un clavier retentit. Micah n'avait pas encore complètement repris conscience lorsque Graham entra en salle de réveil le lendemain matin. Des tubes, des moniteurs cardiaques et des capteurs d'oxygène étaient encore fixés sur tout le corps du petit garçon. Mais sa peau n'était plus d'une pâleur fantomatique et sa respiration était devenue plus régulière. Élise posa le tableau de surveillance sur la table, fit un petit signe de tête et sortit tranquillement, en murmurant une seule chose sur son chemin. Il s'en est sorti. Le reste dépendra du temps. Graham s'assit sur la chaise près du lit. Il tenait dans ses mains un exemplaire relié de Où sont les monstres sauvages, le livre classique pour enfants qu'Ethan connaissait par cœur. Graham ne savait même pas si Micah aimait les livres. Mais ce n'était pas pour ça qu'il était là. Il était là pour rester. Pas de parole. Pas de contact. Pas de demande au garçon. Il lisait doucement, juste assez fort pour emplir la pièce blanche et stérile de quelque chose d'humain. Peut-être que Micah entendait. Peut-être pas. Mais Graham continuait à lire. Jour après jour. Le 2e jour, Micah ouvrit les yeux plus longtemps cette fois. Il vit Graham. Il ne paniquait pas. Mais il ne souriait pas non plus. Il se contenta de le fixer, comme s'il peinait à croire qu'il était encore en vie, toujours là, toujours avec cet homme. Le 3e jour, une infirmière tenta de lui changer sa blouse d'hôpital. Micah se figea, son corps se crispa, puis il s'emporta à la vue de la blouse blanche. Sa bouche ne bougea pas assez vite, mais ses mains se retirèrent, comme si quelqu'un l'avait autrefois maintenu au sol avec le même tissu. Graham entra dans la chambre. L'infirmière recula. Il s'assit et posa sa main sur la barrière du lit, sans jamais toucher le garçon. Moi aussi, je déteste les blouses blanches, dit-il doucement. Surtout celles qui n'ont pas un pli. On dirait des scalpels avec des jambes.
Mika ne parla pas. Mais son corps se détendit légèrement. Le 4e jour, Graham laissa quelque chose sur la table de chevet, un petit robot en bois sculpté à la main, d'environ 7 cm de haut, avec une tête carrée et des bras ronds. Il était identique à celui qu'Ethan serrait chaque soir pour s'endormir. Graham n'a pas donné d'explication. Il a simplement laissé tomber. À son retour ce soir-là, le robot n'était plus sur la table. Il était dans la main de Mika. Non pas serré, mais délicatement bercé. Le garçon avait choisi de le garder. Le 5e jour, Graham lut à voix haute comme d'habitude. Mais cette fois, alors qu'il tournait la page 7, une voix douce et brisée murmura. « Votre fils aimait-il les robots comme moi ?» La question était un fil conducteur fragile, reliant le lit d'hôpital directement au cœur de Graham. Sans surprise ni hésitation, il marqua une pause, ferma le livre et sourit avec la douce chaleur d'un soleil matinal filmant par une fenêtre orientée à l'est. Ouais. Il les aimait tellement qu'un jour, il a fourré un sèche-cheveux dans une boîte en carton, y a collé 2 pales de ventilateur et a appelé ça son invention de robot volant. Puis il a fait sauter les fusibles de tout l'étage. Mika laissa échapper un rire. Doux. À peine audible. Mais réel. Pas forcé. Pas courageux. Juste réel. Une façon de dire merci. Graham hocha la tête. Son sourire était discret. Mais quelque chose en lui s'ouvrit une petite chaleur, comme un poêle allumé au début de l'hiver. Il parla à nouveau, cette fois plus lentement. Il m'a dit un jour qu'il aurait aimé avoir un petit frère. Pas pour jouer avec. Juste pour l'aider à aller aux toilettes la nuit. Il avait peur des fantômes. Mika rit plus clairement et sa main se resserra autour du robot en bois. Peut-être, dit Graham, le regard lointain, la voix tendre, que ce souhait se réalise enfin. Le garçon ne répondit pas. Mais un petit hochement de tête l'en suffisait. Une semaine après l'opération, Mika a été transféré en unité de soins intensifs. L'hôpital a accepté que Graham soit son tuteur temporaire, tandis que l'avocat Ben Whittaker menait les démarches officielles d'adoption devant les tribunaux. De retour à son appartement, un spacieux loft de 180 mètres carrés, Graham commença à vider la pièce qui abritait autrefois les affaires d'Ethan. Non pas pour effacer les souvenirs, mais pour les partager. Les robots en bois. La cape de super-héros. Le set Lego à moitié construit. Il a repeint les murs. Le gris cendré est devenu un vert olive apaisant. Il a ajouté des rideaux occultants pour adoucir la lumière matinale. Une nouvelle commode. De nouveaux draps. Une bibliothèque basse. Une carte du monde scotchée au mur avec ces mots manuscrits, « Où rêvez-vous d'aller ?» Graham n'a pas demandé à Mika ce qu'il voulait. Il l'a simplement préparé. La veille de sa sortie, Graham était assis près du lit. Une main reposait doucement sur la barrière de sécurité. Mika coloriait un robot en papier. « Mika, dit-il d'une voix basse et posée. Si tu veux, tu peux venir vivre avec moi un moment. Personne ne te forcera à faire quoi que ce soit. Mais j'aimerais vraiment prendre soin de toi, si tu me le permets. » Mika ne répondit pas immédiatement. Il baissa les yeux vers le sac rouge sur ses genoux. Après un long silence, il murmura sans lever les yeux. « Mon père m'a promis un jour que si je me comportais bien, il viendrait me chercher. Mais il n'est jamais revenu. Alors maintenant, je ne sais plus qui tient ses promesses. » Graham déglutit difficilement. « Je ne suis pas là pour remplacer ton père, dit-il lentement. Mais si tu me laisses faire, c'est moi qui resterai. » Mika leva les yeux. Ses yeux étaient fatigués, mais brillants. Il hocha doucement la tête. « Je veux venir avec toi. » Le jour de sa sortie, Mika était assis dans un fauteuil roulant, tenant le sac rouge, sans s'y accrocher, mais simplement le portant. Lorsqu'ils arrivèrent à l'immeuble, Mika leva les yeux vers les hautes fenêtres en verre. « C'est chez toi ?» demanda-t-il. Graham s'accroupit à côté de lui et lui tapota légèrement le front. « Je pense que c'est le bon moment pour la plaire notre endroit. N'est-ce pas ?» Mika le regarda. Pas de sourire. Pas de hochement de tête. Mais pas de peur non plus. Pour la première fois, il est entré dans un endroit appelé chez lui sans apporter la peur avec lui. 3 semaines plus tôt, Graham avait déposé une requête auprès du département des services familiaux de l'État de New Haven pour adopter Mika. Les documents étaient plus volumineux que prévu. Chaque page représentait une enquête, une vérification des antécédents et une série d'entretiens.
Élise, le médecin qui a supervisé les soins de Micah, a soumis une déclaration sous serment de 3 pages. Elle y a écrit avec fermeté, « Personne n'est plus qualifié pour prendre soin de cet enfant que Graham Callahan ». Malgré tout la personnalité de Graham, sa candidature, ses intentions, il fut tout de même convoqué à une audience à huis clos à l'hôtel de ville. Pas de presse. Pas d'enregistrement. Juste Graham, son avocat, un représentant des services sociaux et Victor Haye, le conseiller juridique en chef de l'État. Victor avait déjà rejeté la pétition à 2 reprises, invoquant un manque de preuves génétiques et des antécédents personnels peu clairs. Après près d'1 heure de délibération tendue, Graham sortit, le cœur lourd. Pas de rejet. Mais pas d'approbation non plus. Juste une phrase. Nous allons réexaminer la situation. Le léger grincement des roues en caoutchouc résonnait sur le sol en marbre. Micah était assis en silence dans le vaste couloir, serrant à 2 mains le robot en bois ébréché. Graham était assis à côté de lui, une main posée délicatement sur l'épaule du garçon. Le projet d'adoption conservait encore la chaleur de la signature de son avocat. Mais le cœur de Graham s'était refroidi. « Micah a-t-il mangé quelque chose » demanda-t-il d'une voix douce. « J'avais les biscuits dans ton sac » répondit le garçon avec un petit sourire. Ses yeux étaient encore fatigués, mais ils brillaient. Il ne restait aucune trace de l'enfant en haillons et effrayé autrefois recroquevillé derrière une machine à laver. C'était un grand pas en avant. Un nouveau chapitre s'ouvrait. Mais entre eux et leur maison se dressait un dernier mur. Son nom était Victor Haye. 4e étage. Bureau des services sociaux de l'État. Salle de conférence 3. Victor se tenait droit. Lunettes fines. Voix immobile. Monsieur Graham Adler, commença-t-il, lisant comme s'il récitait un tableau. Nous reconnaissons vos bonnes intentions. Cependant, le garçon Micah n'a aucun document officiel. Pas d'acte de naissance. Pas de numéro de sécurité sociale. Pas de tuteur légal. Nous n'avons aucune preuve de son origine. L'avocat Ben Whittaker posa une main ferme sur la table. Nous avons soumis le dossier médical complet, la documentation relative au traitement, la pétition d'adoption signée et une déclaration officielle du médecin. Rien de tout cela n'a de valeur juridique, coupa Victor sèchement. Selon la loi, pour adopter un enfant, il faut soit obtenir le consentement des parents, soit une déclaration d'abandon par un tribunal. Ce dossier ne contient aucune documentation de ce type. Rien n'indique qui a abandonné qui, et un enfant ne peut témoigner en sa faveur. Graham serrait fermement la coudoir, sa poitrine se serrant sous une pression familière. La même qu'il avait ressentie au bloc opératoire des années auparavant, lorsque le médecin l'avait regardé droit dans les yeux et lui avait dit « Je suis désolé. Nous n'avons pas pu sauver Ethan. » Cette fois, c'était un autre enfant. Une autre vie fragile. Mais la différence était que cette fois, il avait encore le temps de se battre. « Élise » dit Graham en se levant de sa chaise. Le docteur Élise, le chirurgien qui avait opéré le cœur de Micah, s'avança. Elle portait un dossier médical détaillé, des scanners préopératoires et post-opératoires, ainsi que le compte-rendu chirurgical complet. « Je suis témoin médical » dit-elle d'une voix ferme, les yeux fixés sur Victor. Cet enfant a failli mourir d'une malformation cardiaque congénitale. Personne n'est venu le chercher. Personne n'a demandé de ses nouvelles. Graham a été le seul à rester à ses côtés pendant toute sa convalescence. Victor se renversa dans son fauteuil et soupira. Je ne remets pas en question l'affection de Monsieur Adler. Mais c'est la loi, et je ne crée pas de précédent. Un précédent ? Graham s'avança, la voix lourde d'émotion. Et le précédent de la négligence ? D'un enfant mourant seul sur un trottoir parce que personne n'osait enfreindre le protocole ? D'un vieil homme tenant un garçon qui crachait du sang, trop effrayé pour le soulever de peur d'enfreindre les règles ? Et quel précédent que vous souhaitez protéger ? La pièce tomba dans le silence. Le seul bruit était le lent bourdonnement du ventilateur de plafond. Victor ajusta ses lunettes et répondit froidement, « Nous réexaminerons cette affaire une fois les preuves légales présentées. D'ici là, Monsieur Graham n'a aucun droit légal de prendre soin de Micah ni de l'adopter. S'il insiste, il pourrait être accusé de garde illégale. » La nouvelle s'est rapidement répandue après que Diana Flor, une journaliste indépendante qui avait autrefois suivi les chroniques Guerre et Justice de Graham, a publié un article intitulé « Un homme qui veut être père a arrêté parce que la gentillesse n'était pas dans la procédure. »
L'article présentait une photographie de Graham et Micah assis près d'une fenêtre d'hôpital, lisant ensemble. En 24 heures, la vidéo a été partagée plus de 10 000 fois. Les commentaires étaient remplis de larmes, d'indignation et de solidarité. C'est la première fois que je vois cet enfant sourire depuis son arrivée à l'hôpital. Nous avons construit un système pour protéger les enfants, et non pour emprisonner le cœur humain. Cet après-midi-là, dans un appartement fraîchement peint en vert olive, Graham se tenait près de la fenêtre et appelait son avocat, Ben. Ils ne comprennent pas, Ben. Je ne fais pas ça pour me racheter. Je le fais parce que je le considère vraiment comme un membre de ma famille. Je sais, répondit Ben. Mais il nous faut une approche différente. Si jamais le garçon se rendait dans un centre communautaire, si quelqu'un le voyait errer seul, nous pourrions peut-être trouver un témoin pour confirmer qu'il a été abandonné. Graham jeta un coup d'œil vers la chambre de Micah. La porte était légèrement entr'ouverte, et le léger cliquetis des briques Lego provenait de l'intérieur. Il hocha la tête. Fais-le. Cette fois, je n'attends pas que le système prenne conscience. Je vais le forcer à affronter sa propre humanité. Quelques jours plus tard, lors d'une modeste conférence de presse, Graham se tenait devant une poignée de journalistes. Si ce système n'a pas de place pour les enfants non désirés, a-t-il déclaré, alors c'est peut-être nous les adultes, les législateurs qui sont les véritables orphelins. Orphelins de compassion. Les flashs des appareils photo éclairaient la pièce. Mais Graham ne cherchait pas les applaudissements. Il se battait pour une seule chose, le droit légal d'appeler ce garçon son fils. Graham monta sur une plateforme de bois improvisée. Le vent tirait doucement sur son manteau, effleurant ses cheveux poivre et sel. Micah était assis au premier rang, petit et immobile. Personne n'a prêté attention à la caméra. Personne n'a pris son téléphone. La scène qui se déroulait était trop réelle pour nécessiter un écran. Je ne suis pas ici pour supplier qui que ce soit d'accepter un enfant, dit Graham doucement. Je suis ici pour vous rappeler que nous étions une fois cet enfant. Chacun de nous. Espérant que quelqu'un reviendrait et dirait, je ne t'ai pas abandonné. Il regarda la foule, sa voix inébranlable. Le système peut rejeter Micah. Mais la nature d'une communauté, elle, ne peut pas. Nous avons le choix, suivre la procédure, ou écouter notre cœur. La place devint silencieuse. Puis un coup de poing. Un autre. Bientôt, tout le quartier s'est joint à eux. Les applaudissements n'étaient ni bruyants ni frénétiques. Ils étaient réguliers, posés et sincères. Derrière la foule, Victor Haye, directeur de l'aide sociale, observait en silence. Le discours a été diffusé en direct sur le site d'information locale. L'après-midi même, son bureau a reçu près de 3000 courriels. Le tribunal fédéral a statué. Un procureur a proposé de rouvrir le dossier de Micah afin d'enquêter sur l'abandon et de délivrer un acte de naissance spécial. Élise a signé un deuxième affidavit médical, confirmant l'absence de tuteur légal. Alors que le soleil se couchait, Micah fut doucement poussé en avant à travers la foule. Derrière lui, la porte coulissante en verre se referma doucement, laissant de côté un passé autrefois baigné d'ombre. Il tenait un bouquet de jasmin. Il ne disait rien. Mais son sourire rayonnait. Graham descendit et prit la main du garçon. Diana, debout dans un coin, a capturé le moment avec une photo sans flash. Cette photo est apparue dans les gros titres des journaux régionaux le lendemain matin. Quand le cœur d'un père touche la conscience de toute une communauté. Cette nuit-là, dans leur petit appartement, Graham a accroché un panneau en bois au-dessus de la porte d'entrée. Le coin de Micah, une place pour mon fils. Plus tard, Micah a demandé, « Oncle, veux-tu toujours que je sois ton fils ?» Graham s'assit, le regarda dans les yeux et dit, « Non, Micah. Pas parce que je vouloir mais parce que je ne peux pas imaginer cette vie sans toi. » Micah sourit. Et pour la première fois, ce sourire était sans ombre. 3 mois plus tard, le vent du printemps balayait la rangée d'érables devant le porche, leurs jeunes feuilles tremblant dans la lumière dorée du matin. La maison de Graham, autrefois remplie de silence et du tic-tac des horloges, résonnait désormais de rire, de petits pas et de l'odeur des biscuits chauds. Les fenêtres étaient ouvertes. Sur la table de la cuisine se trouvaient des dessins de robots et de trains, à côté d'un portrait dessiné à la main, étiqueté au crayon pâle. Papa et moi. Le jardin avait lui aussi changé. Ce qui abritait autrefois une table en bois froide était désormais agrémenté d'un bac à sable,
d'une balançoire et d'une solide branche de chêne sur laquelle reposait un sac rouge. Mika était en bonne santé. Il avait grandi. Ses cheveux étaient plus épais. Ses yeux pétillaient de vie. Il avait commencé l'école. Le premier jour, il portait une chemise propre et bien repassée, pas de marque, mais avec Mika Whitmore, cousu à l'intérieur du poignet. Chaque soir, avant de se coucher, il écrivait dans son journal. Personne ne le lui demandait. Cela faisait simplement partie de sa guérison. Aujourd'hui, le professeur m'a demandé combien de personnes composaient ma famille. J'ai répondu, mon père. Mais j'ai l'impression d'avoir toute une armée derrière moi. Je ne rêve plus de nuits froides. Un après-midi, Graham emmena Mika au petit cimetière au nord de la ville où Ethan Jr. Son fils, avait été enterré 6 ans plus tôt. Pas de trompette. Pas de larmes. Juste 2 silhouettes, debout devant un monument en pierre grise. Graham s'agenouilla et passa doucement sa main sur le nom gravé. Mon fils, j'ai tenu ma promesse. Tu m'as demandé un jour, ai-je des frères et sœurs? Maintenant, tu en as. Mika déposa un petit robot en bois au pied de la tombe. Il ne parla pas. Mais alors qu'il s'éloignait, il se retourna et leva la main dans un petit salut respectueux. Frère Ethan. Je m'appelle Mika. Sur le chemin du retour, la pluie s'est mise à tomber. Aucun des deux ne s'est dépêché. Arrivé sur le porche, Graham remarqua le sac rouge accroché au chêne. Mika l'avait accroché là, c'était son seul bien de ses années d'errance. Maintenant, c'était comme un souvenir plié. Un poids qu'il n'avait plus besoin de porter. Mika leva les yeux et sourit. Papa, ne faisons plus la lessive à l'ancien endroit. Pourquoi ça, mon fils? Parce que notre maison est propre maintenant. Une déclaration simple. Mais Graham a compris. Propre ne signifiait pas que les vêtements ou le sol étaient propres. Cela signifiait des cœurs. Cela signifiait que le passé ne les définissait plus. Cela signifiait le pardon pour la vie, pour le moment, pour chaque nuit imméritée. Ce soir-là, avant d'éteindre la lumière, Graham a ouvert son ordinateur portable et a rempli les formulaires officiels d'adoption. En bas, il a tapé une dernière ligne. J'ai perdu un enfant une fois parce que je n'étais pas arrivé à temps. Aujourd'hui, je choisis d'aimer un enfant non pas parce que je lui dois quelque chose, mais parce que je refuse de vivre dans un monde où les enfants doivent attendre que quelqu'un arrive à temps. Mika n'est pas venu combler un vide. Il est venu ouvrir une nouvelle porte en moi. Et je ne laisserai plus jamais cette porte se fermer. Certaines rencontres semblent fortuites. Mais elles deviennent des tournants qui changent une vie. Mika n'a pas choisi où il est né. Mais il a été choisi par un homme qui avait tout perdu et qui a osé ouvrir à nouveau son cœur. Cette histoire ne parle pas seulement d'un enfant sauvé. Il s'agit d'un homme qui renaît, non pas par le sang, mais par l'amour. Alors posez-vous la question. Une petite action de votre part peut-elle sauver quelqu'un perdu dans l'obscurité? Avez-vous déjà vu quelqu'un dans le besoin et êtes-vous passé à côté en pensant que cela ne vous concernait pas? Partagez vos impressions ci-dessous. Je lis et écoute chaque mot. Et si aujourd'hui, vous vous sentez fatigué ou seul? S'il vous plaît, rappelez-vous ceci. Tu n'es pas seul.